La promesse d'un redressement du pays en 100 jours est une énième tromperie de la part des dirigeants, car ils ont eu 5 ans pour le faire sans succès, selon l'association malagasy Miarona Tanindrazana. Les cartes d'identité nationale malgaches seront remplacées par des cartes biométriques munies d'un identifiant unique et les élections dans 5 ans seront numérisées, a annoncé le ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications. Dans l'actualité internationale, la Corée du Nord dit avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin du Japon en réponse aux exercices militaires navals menés conjointement par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Ces derniers mois, les relations entre les deux Corées se sont fortement détériorées. Les deux parties ont renoncé à des accords clés visant à réduire les tensions, renforcer la sécurité à la frontière et effectuer des exercices de tir réels le long de la frontière. En promettant que le développement de Madagascar sera accompli en 100 jours, les dirigeants trompent le peuple malgache, d'autant plus qu'ils avaient eu 5 ans pour le faire, mais sans succès. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'association Mamit ou Malagasy Miarona Tanindrazana. Selon cette organisation, le président Andrzej et le premier ministre Christian Tszay portent la responsabilité de la pauvreté actuelle du peuple malgache. Andrzej a engendré la misère dans notre pays en l'espace de 5 ans et il ose prétendre qu'il peut remédier à cela en seulement 100 jours. Allons-nous encore le laisser nous tromper? Ce sont toujours les mêmes dirigeants qu'il y a 5 ans, à savoir les TGV et Christian Tszay. Madagascar est plongé dans une pauvreté extrême à cause d'eux. Si vous avez reçu d'importantes sommes d'argent de leur part, n'en demandez pas plus et tournez-vous désormais vers le bien de votre pays. L'avenir du pays est compromis, celui des jeunes et des générations futures est également en péril si ce sont encore eux qui dirigent le pays. L'association Mamit appelle tous les Malgaches à se mobiliser et à défendre la dignité et la souveraineté de leur pays, surtout compte tenu du fait que le président Andrzej est de nationalité française. Mamit se mobilise pour appeler tous les Malgaches à retrouver l'essence de ce qu'est être malgache. Il n'est pas conforme à la culture malgache de recourir à la violence extrême, comme décapiter quelqu'un. Si cela s'est produit, c'est que ce n'est pas un malgache qui dirige le pays. Nous devons œuvrer pour revenir au fondement de notre identité. Madagascar ne pourra jamais progresser tant que les malgaches, en particulier les dirigeants, ne donneront pas de valeur à la parole donnée. Si vous affirmez qu'il y aura un changement à Madagascar dans les 100 jours, assurez-vous que cela se réalise si vous êtes malgache. Sinon, respectez-vous et engagez-vous à démissionner si, après ces 100 jours, rien n'a changé. Le niveau de vie des Malgaches a continuellement diminué sous le régime du président Andrzej et de son équipe. Bien que les dirigeants affirment désormais vouloir prendre en compte les aspects humains et sociaux durant ce deuxième mandat, la réalité actuelle est tout autre. Les causes d'insécurité se multiplient tant dans les zones rurales qu'en ville. La hausse incontrôlée du coût de la vie persiste et les coupures d'électricité deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Les Malgaches sont dans l'expectative des changements et des améliorations sociales promis au cours des 100 jours impartis au ministère. Le nombre d'affaires parvenues au tribunal de travail a connu une augmentation après la pandémie de Covid-19. Actuellement, 8 juges sont chargés de traiter les litiges dans le domaine du travail. La quasi-totalité des affaires porte sur des cas de licenciements abusifs et illégaux. Le processus de résolution d'une affaire prend environ 4 mois et comprend une phase visant à concilier le salarié et l'employeur. Si cette tentative de réconciliation échoue, l'enquête peut débuter et la personne concernée a le droit de reporter le dossier jusqu'à 2 fois. L'ordonnance du tribunal est délivrée après ces étapes. Au tribunal du travail, chaque juge est en charge d'environ 50 affaires, avec un total de 8 juges. Cela donne un chiffre approximatif de 400 affaires traitées par le tribunal. Après la pandémie de Covid-19, marquée par un chômage technique dans plusieurs entreprises, ces chiffres ont connu une augmentation. Cette augmentation s'explique en partie
par la crise économique post-Covid qui a généré une hausse des litiges dans le domaine du travail. En général, ces litiges concernent des cas de licenciements abusifs et illégaux. Cette augmentation peut être attribuée à l'ignorance des entreprises quant à leurs droits et obligations en matière de licenciement. Elles ne sont pas toujours conscientes des lois et des procédures entourant les licenciements. Au-delà de la forme, les litiges soulèvent des questions fondamentales telles que les motifs du licenciement, si le salarié a commis une faute lourde ou non. Parfois, le licenciement est excessif et la faute nécessite une autre sanction telle qu'une mise à pied. Fa tsy tonga de hoe natao le licenciement de io zany tena betsaka licenciement abusif no tena betsaka raha. Les partages et les échanges sont essentiels. C'est pourquoi plusieurs juges et membres de l'inspection du travail ont suivi une formation à Turin dispensée par l'Organisation internationale du travail. Tany Turin zany tena ilain'ny fitsarana ali satria be dia be mihitsy ny zavatra vaovao. Ce que nous avons appris à Turin s'est avéré très bénéfique. Nous avons acquis de nouvelles connaissances et avons eu des échanges enrichissants avec d'autres pays. La question de l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail a été abordée. À Madagascar, la notion d'emploi spécifique réservé aux hommes ou aux femmes persiste encore. Cependant, sur la scène internationale, cette distinction n'existe plus. Un autre point soulevé concerne la valorisation des travaux de soins, tels que ceux effectués par les femmes pour prendre soin de leur famille, qui accomplissent des tâches ménagères sans rémunération. Ces travaux, bien qu'essentiels, ne reçoivent souvent pas la reconnaissance qu'ils méritent. En plus des formations externes, il est prévu des sessions de formation interne à l'intention des hauts responsables dans le but de continuer à accroître leurs compétences. La création d'une raffinerie aurifère requiert une volonté politique ferme et la mise en œuvre de mesures rigoureuses, selon l'analyste politique Serge Safmaoub. Cette résolution a été prise lors du Conseil des ministres du mercredi 17 janvier qui fait suite à la révision du code minier. L'objectif de cette installation est d'exporter environ 15 tonnes d'or annuellement afin de générer jusqu'à 900 millions de dollars par an pour les caisses de l'État et contribuer à la stabilisation de la monnaie nationale. Cependant, au cours des dernières années, malgré la fermeture officielle des exportations d'or, le trafic clandestin de ce métal précieux a été abondant et manifeste. Des exemples notables incluent les 73,5 kg d'or découverts en Afrique du Sud, les 48 kg aux Comores, ainsi que les 23,5 kg trouvés à Maurice. Ces cas ne représentent que quelques illustrations du trafic d'or malgache. Les étrangers cités dans ces affaires ont été maintenus en détention pendant 5 mois, mais ont ultérieurement été libérés et ont pris la fuite à Dubaï. Seuls les employés ont été incarcérés. Jusqu'à présent, les véritables propriétaires de ces quantités d'or restent inconnus. Le cerveau de l'opération demeure impuni en coulisses. La mise en place de la raffinerie aurifère par le gouvernement pourrait accroître le trafic d'or si des mesures claires ne sont pas instaurées, souligne Serge Safmaoub. Les dirigeants envisagent d'établir une raffinerie aurifère, une installation destinée à éliminer les impuretés, et à produire de l'or d'une qualité plus élevée. La question cruciale qui se pose concerne la gestion de cette usine de raffinage d'or. Sera-t-elle sous contrôle public ou privé? En optant pour la gestion privée, le risque d'exportation parallèle sous le couvert de Madagascar sera important. Le défi réside dans le fait que les Malgaches ont tendance à exploiter les failles dans la loi, contrairement aux pays tels que la Suisse, où le respect strict de la loi est ancré chez les citoyens. Pour assurer un contrôle efficace sur les trafics d'or, la raffinerie devrait être gérée en tant qu'entité publique, dotée de mécanismes de sécurité et de contrôle rigoureux. Cet analyste politique a souligné la nécessité d'instaurer un climat de confiance entre le gouvernement, les entrepreneurs et acteurs du secteur aurifère. En 2018, bien que les exportations officielles d'or aient été réalisées, l'encaissement des devises étrangères n'a pas été transparent. Selon les statistiques, environ 10 à 25 tonnes d'or malgache sont clandestinement exportées chaque année. La dernière fois qu'il y a eu une exportation légale d'or à Madagascar remonte à 2018, lorsque les dirigeants ont déclaré avoir exporté environ 3 tonnes et 51 kilos d'or. Cependant,
Les chiffres du Conseil mondial de l'or, qui gère le marché aurifère à l'échelle internationale, indiquent qu'en 2018, Madagascar aurait exporté 14,5 tonnes d'or. Officiellement, seule la quantité de 3 tonnes et 51 kg a été déclarée dans notre pays. De plus, cette exportation n'a représenté que 0,04% des devises rapatriées. En outre, cet analyste politique a affirmé que ce ne sont pas les citoyens ordinaires qui peuvent se livrer au trafic d'or, mais plutôt les dirigeants et leurs associés. Il y a toujours eu trafic d'or, même pendant la période de fermeture officielle des exportations de ressources minières. Qui sont les responsables de ces agissements? Il s'agit souvent de personnes proches des dirigeants du pays. Les trafics d'or, qui ont été appréhendés, ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des activités illicites. Ces arrestations concernent principalement les petits trafiquants. Dans le monde du trafic, on distingue les trafiquants officiels, liés aux dirigeants, et les trafiquants parallèles. Les trafiquants officiels, lorsqu'ils tentent de mener d'autres activités illicites de manière indépendante, sont rapidement appréhendés. De nombreuses mesures ont été annoncées concernant la gestion de la richesse nationale, mais trop souvent, elles semblent demeurer lettre morte. Les retombées réelles pour le pays des récentes décisions prises par les dirigeants dans le domaine aurifère titillent l'esprit des observateurs de la vie nationale. 1,1 million €, soit environ 5,390 milliards d'appui sectoriel ont été versés par l'Union européenne à Madagascar dans le cadre de l'accord de pêche conclu entre les deux parties. Le montant total est de 4,4 millions € pour une période de 4 ans. Cet argent sera utilisé pour promouvoir le secteur de la pêche. Le ministère de la Pêche et de l'économie bleue a annoncé la mise en place de plusieurs écoles de la pêche dans le pays. Ilay sekoly ny jony ray dia eritreretina hoe any Focap any amin'ny distrikany Tsiombe no eritreretisika hametrahana azy izay toerana izay andalovan'ny kere matetika. Nous envisageons d'établir une école de la pêche à Focap, dans le district de Tsiombe, une localité fréquemment touchée par la famine. Les personnes vivant de la pêche sont généralement mieux préparées pour faire face à la famine. Il est important de noter que de nombreux pêcheurs malgaches ne savent même pas nager. C'est pourquoi la création d'une école de la pêche à Focap, qui dispose d'une piscine naturelle, est pertinente. Il s'agit d'un projet pilote que nous allons mettre en place à Focap, mais des écoles de la pêche seront établies dans tout Madagascar. En mettant en œuvre cette stratégie, nous prévoyons une augmentation du nombre d'acteurs dans le secteur de la pêche à Madagascar. Environ 67% de la pêche à Madagascar se fait de manière traditionnelle. En conséquence, la quantité de poissons saisis par les pêcheurs est limitée et les revenus qu'ils en tirent sont également faibles. C'est grâce à ce soutien de l'Union européenne que le pays envisage d'augmenter la production intérieure. La délégation de l'Union européenne, des organisations de la société civile et les responsables locaux de l'économie bleue ont assisté à la présentation de l'allocation de ces fonds aujourd'hui à Apandjanumbi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un souci commun qui est la préservation des ressources. Et ça implique des pratiques durables, une surveillance des pêches, des contrôles accrus. Et puis un développement par ailleurs de la pêche artisanale et d'une création de chaînes de valeur qui assure à la fois la sécurité alimentaire, des revenus pour les opérateurs économiques et le pays. Donc, grosso modo, nous sommes alignés. C'est un premier plan pour la première année. Je pense qu'on aura certainement une marge d'amélioration l'année prochaine sur la base de cette première expérience en 2024. Les échanges et les négociations se poursuivent entre l'Union européenne et le gouvernement malgache en vue d'améliorer cet accord. La priorité est d'assurer la préservation des ressources marines de Madagascar en favorisant une pêche durable qui intègre et respecte les exigences environnementales et les normes en vigueur. Cet appui sectoriel venant de l'Union européenne sera dédié à la promotion du secteur de la pêche et des ressources maritimes, tout en mettant l'accent sur le contrôle des pêches illicites en mer malgache.
Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes a répertorié 1754 sinistrés suite aux fortes pluies du 16 janvier dernier jusqu'à ce matin. Aucun décès n'a été signalé, mais 1257 personnes ont dû être évacuées de leur logement en raison de ces précipitations. Environ 352 maisons ont également été inondées et de nombreux animaux et biens ont été emportés par les eaux, selon les explications. De plus, de nombreuses zones basses à Antananarivo et dans les environs ont été complètement inondées, d'après le chef du Fuktan de Mandelaz Ambudfoud. Souvent pendant la saison des pluies et des cyclones, comme les canaux d'évacuation à Antafangsin sont obstrués, il y a une montée des eaux chez nous. Nous résidons dans une zone basse et toutes les eaux provenant d'Ankadfouts et des environs convergent vers notre région. Nous rencontrons d'énormes difficultés car dès que la pluie commence à tomber, même nos bureaux deviennent inaccessibles. Les habitants des zones basses de la capitale ont ainsi exprimé leur détresse face à cette situation. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la propagation de maladies et d'autres conséquences liées à cette montée des eaux. Lors de fortes pluies, l'eau monte jusqu'à nos chevilles. Une fois que la pluie cesse, les eaux en provenance des zones élevées convergent ici et là. L'eau atteint nos hanches. Tous nos biens sont détruits dès que l'eau monte et même des défécations pénètrent chez nous. Les habitants contractent la grippe en raison de ces conditions. Le bilan des destructions et des dégâts risque encore de s'accentuer en raison de la montée des eaux consécutives à ces fortes pluies. Les citoyens sont appelés à faire preuve d'une grande vigilance, en particulier ceux qui résident à proximité des zones présentant des risques d'éboulement et de glissement de terrain. Les cartes d'identité nationale malgaches seront remplacées par des cartes biométriques munies d'un identifiant unique, a annoncé le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale des postes et des télécommunications. Selon le ministre compétent, les élections dans le pays devraient être digitalisées d'ici 5 ans. Durant la dernière élection, les cas de doublons et triplons ont été causés par le recensement sur papier qui a rendu difficile l'identification immédiate des citoyens. Nous mettrons en place des cartes biométriques avec un identifiant unique et les prochaines élections dans 5 ans seront entièrement digitalisées. Ainsi, même si vous oubliez votre carte biométrique, mais que vous vous présentez et que les équipements nécessaires sont présents dans les bureaux de vote, votre visage sera scanné et cela permettra votre identification avec toutes les informations nécessaires vous concernant. Ainsi, personne ne pourra mentir sur son identité. Les résultats électoraux à travers l'île pourront être disponibles en 24 heures. À cela s'ajoutent de nombreux projets qui seront mis en place, tels que le projet du Ifuktan. Le ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications a présenté aujourd'hui un rapport sur le travail qu'il a accompli et sur ce qu'il compte encore entreprendre. Ces images fournies par la Corée du Nord datent de mars 2023. Pyongyang se félicitait alors d'avoir testé avec succès un drone sous-marin capable de provoquer un tsunami nucléaire. Une arme inédite qui refait surface ce vendredi. Dans un communiqué, la Corée du Nord annonce avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin en réponse aux exercices navals conjoints menés par Washington, Séoul et Tokyo. Ces manœuvres entre les 3 pays alliés réunis ce jeudi à Séoul faisaient déjà suite au tir d'un missile balistique par Pyongyang dimanche dernier. La poursuite par la Corée du Nord du développement de ses programmes nucléaires et balistiques illégaux, le transfert de missiles balistiques et d'autres armes à la Russie pour qu'elle les utilise contre l'Ukraine, ses cyberactivités malveillantes et ses violations persistantes des droits de l'homme contre son propre peuple, tout cela exige notre attention et une action coordonnée.
Une montée des tensions sur fond de durcissement politique de Pyongyang vis-à-vis de son voisin sud-coréen. Lundi, devant le Parlement, le dirigeant suprême actait l'impossibilité d'une réunification avec Séoul, qualifiée d'ennemi public numéro 1, et la dissolution de plusieurs agences chargées du dialogue. Nous avons dans notre voisinage un État très hostile, la République de Corée, et l'instabilité régionale monte en flèche en raison de l'escalade des tensions militaires menées par les États-Unis. Une évaluation objective montre que le risque d'un affrontement physique menant à la guerre a atteint une ligne rouge. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter. Réponse du président sud-coréen, son pays ripostera au centuple à toute provocation du Nord.